Très bien, bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Merci d'être là pour cette table ronde consacrée à l'éducation, pour une éducation ouverte et inclusive, opportunités numériques et enjeux de développement. Mon nom est Anne-Marie Descôtes, je suis directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international au ministère des Affaires étrangères et du développement international, et j'ai donc le plaisir d'introduire et de modérer cette table ronde. Alors, évidemment, au ministère des Affaires étrangères, nous considérons bien sûr ces deux questions comme tout à fait fondamentales. L'éducation, d'une part, parce que c'est un enjeu absolument majeur aujourd'hui dans le monde, et le numérique également. Et le numérique est un champ d'opportunités absolument majeur pour l'éducation et en même temps une nécessité absolue, puisque si on ne veut pas laisser des enfants sur le bord du chemin, il faut aussi leur donner les moyens d'accéder à ce nouveau monde numérique. Alors, pour nous, dans cette présidence française du partenariat, du PGO, ce qui est essentiel, c'est de promouvoir la diversité à l'exemple des réalisations de la francophonie. Alex Taylor le disait hier, j'aime la francophonie parce que c'est la diversité. Eh bien, il avait résumé les choses sous cette belle formule. Et donc, notre souhait, à travers cette présidence du PGO, c'est aussi de souligner et de donner une plus grande présence à la francophonie. Parce que la francophonie, c'est fondamentalement le respect de la diversité et de la pluralité culturelle et linguistique. L'éducation et le développement du numérique, ce sont donc deux priorités. Elles ont été fortement mises en valeur la semaine dernière lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Madagascar, et nous espérons, sur la base des conclusions des chefs d'État, pouvoir travailler plus concrètement et aller plus loin dans ce domaine. Il en sera question encore tout à l'heure. Voilà. Et puis la francophonie, c'est aussi une richesse que nous souhaitons voir reflétée et surtout pas limitée ou diminuée dans le monde numérique de demain. Il faut qu'elle soit présente et démultipliée. Alors quels sont les modèles sur le numérique et l'éducatif que nous pouvons imaginer pour demain? Il est évident que la transition numérique, c'est une vraie révolution et qu'elle doit, pour marcher, pour être, je dirais, efficace, s'accompagner d'une transformation aussi de nos modèles éducatifs. Aucun pays, on le sait, n'a réellement pu décoller dans son développement avant que 80% de la population n'ait achevé le cycle primaire. Donc il est fondamental de donner une éducation de base, et il est fondamental que le numérique soit présent très tôt dans les enseignements et que la familiarisation des élèves se fasse très tôt. Des progrès importants ont été réalisés depuis 2 ans, mais on sait aujourd'hui, il y a encore plus de 250 millions de jeunes qui sont totalement privés d'accès à l'éducation. Et donc, c'est un enjeu absolument fondamental. Et d'ailleurs, un des objectifs du développement, un des objectifs de l'agenda du développement durable qui a été adopté l'année dernière par les Nations Unies. Et investir dans l'éducation, c'est vraiment aujourd'hui un enjeu absolument fondamental. Et je dirais pour tous les jeunes, mais peut-être avec une attention particulière pour les filles qui, on le sait, sont encore plus laissées sur le bord du chemin que les garçons. Et on sait aussi à quel point il est primordial de prémunir les populations fragilisées dont elles font partie contre les chocs d'un monde en mutation. Il est important que les filles aient accès à l'éducation et qu'elles puissent pleinement, en tant que filles, jeunes filles et femmes, participer au développement de leur pays. Alors, l'éducatif est pour cette raison indissociable de la préoccupation de l'inclusion sociale et culturelle. L'accès de tous à une éducation de qualité
C'est non seulement un droit qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou des droits humains, mais c'est aussi un investissement extrêmement rentable à long terme, qu'il s'agisse de santé, de protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, d'autonomisation des femmes et des jeunes filles, de lutte contre la radicalisation et l'obscurantisme, ou encore de gouvernance démocratique, de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de développement économique. Tout passe par l'éducation. Tout commence par l'éducation, tout passe par l'éducation, tout ramène toujours à l'éducation. Et pour qu'une démocratie fonctionne, pour que tous les citoyens aient envie de participer à la vie de leur pays et élisent leurs représentants en pleine conscience, eh bien, il faut qu'ils comprennent le fonctionnement de leurs institutions, il faut qu'ils soient éclairés, il faut qu'ils aient accès à l'éducation. Donc, le socle fondamental de connaissances qu'apporte l'éducation donne à chaque individu la capacité de participer pleinement à la vie politique de la cité. Abraham Lincoln l'a bien dit, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Les conséquences du sous-investissement dans l'éducation, on le sait, sont absolument désastreuses. Voilà, donc le développement de ressources numériques dans le domaine de l'éducation et pour l'éducation est absolument fondamental. Pour en discuter dans cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Vicky Birchfeld, professeure de sciences politiques à l'université de Georgia Tech à Atlanta, aux États-Unis. Vous allez nous expliquer, notamment, Vicky, comment aux États-Unis, les Digital Humanities, les sciences humaines numériques, eh bien, sont une discipline de l'université. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un grand privilège d'être parmi vous et je tiens tout d'abord de remercier Madame Descotes pour cette invitation et surtout d'avoir organisé cette table ronde dans le contexte de ce sommet PGO. Je note avec grand plaisir que la France et le ministère des Affaires étrangères ont su prendre le leadership de pensée, ou thought leadership en anglais, sur ce sujet si important dans cette période de transformation de société et de la vie politique et civique provoquée par le numérique. La question que je vais aborder est la suivante. Quel est le rôle, ou plutôt la responsabilité publique de l'université qui se doit de confronter à la fois, d'un côté, l'impact de la révolution numérique sur la mission éducative et les méthodes pédagogiques, et de l'autre, les défis du numérique comme sujet de recherche et d'enseignement. Plus je m'informe sur les buts et les initiatives de PGO, plus je constate que les parallèles profonds avec la mission, ou le slogan, si vous voulez, de Georgia Tech, mon université, qui depuis 1885 est le progrès et le service. Le PGO, comme soulignait Madame Descotes, s'attache à promouvoir la transparence de l'action publique et la gouvernance ouverte et à exploiter les nouvelles technologies et le numérique pour renforcer la gouvernance publique et promouvoir l'innovation et stimuler le progrès. Donc c'est vraiment très proche à notre emblème à Georgia Tech. Mon université est un institut de technologie classé 7e des universités publiques aux États-Unis et 66e au monde, avec aujourd'hui 25 000 étudiants, dont 10 000 étudiants au niveau master ou doctorat. Et depuis 25 ans, nous avons en fait un campus ici en France, à Metz, GTL, Georgia Tech Lorraine, qui incarne aussi cette mission d'inciter ses étudiants et ses chercheurs à explorer des nouvelles idées pour résoudre des grands défis de demain, tout en développant et exploitant des nouvelles technologies au service de l'humanité et de la planète. Donc, je vais essayer rapidement de mettre l'accent sur plusieurs succès récents de nos programmes dans le génie informatique, qui montrent bien comment l'universitaire est partenaire essentiel et qui fonctionne comme un écosystème d'innovation technique et intellectuelle, et qui, comme le PGO, sert à nourrir le dialogue entre l'État et la société civile.
visant ainsi à faire progresser la transparence, élargir l'accès à l'information et à l'informatique, ainsi qu'aux services publics, et aussi à promouvoir la participation citoyenne et la modernisation de l'action publique. Ensuite, comme politologue et non pas ingénieur et membre de la faculté des sciences humaines, ou aux États-Unis on dit liberal arts, que j'aime bien, les arts et les lettres, je voudrais conclure avec un exemple de notre collaboration interdisciplinaire dont Mme Descotes a mentionné, le Digital Humanities. Le Digital Humanities, selon le New York Times, je sais que c'est les arts et les lettres numériques, les sciences humaines numériques, mais on dit Digital Humanities. Et c'est, en fait, les Digital Humanities englobent la création, l'application et l'analyse d'une large gamme d'objets multimédia, depuis les logiciels de visualisation, excusez-moi mon français, jusqu'aux jeux vidéo, ainsi que comment la culture numérique guide la recherche des sciences humaines à la fois à l'intérieur et en dehors de l'université. Mes exemples ont été choisis pour montrer comment ces approches ou ces projets prennent comme cible les problématiques d'accès, d'inclusion sociale et inclusion culturelle. Le premier exemple, je voudrais parler brièvement. Notre programme informatique, the College of Computing, était un des précurseurs pour créer des MOOC. Ça se dit en français, je crois. MOOC. Et maintenant, on a inscrit plus de 1 million d'étudiants dans 24 de nos cours. Et depuis 2012, une filière master informatique complète a été mise en ligne et plus de 3000 personnes s'y sont inscrites, qui leur permet d'obtenir ce diplôme à leur propre rythme pour un financement nettement plus raisonnable qu'une inscription classique. Il y a quelques jours, je suis très fière de vous mentionner ça, il y a quelques jours, le président des États-Unis, Barack Obama, a félicité une autre initiative de Georgia Tech qui s'appelle Ear Sketch. C'est intraduisible, je pense, mais ear, c'est oreille, sketch, c'est dessin ou dessiné. Donc, Ear Sketch. Et je vous explique très rapidement qu'est-ce que c'est, parce que je trouve que c'est un très bel exemple des défis dont Mme Descotes a souligné. C'est un projet qui enseigne le code à un public venant de tous horizons à travers la musique. Ear Sketch enseigne aux étudiants des concepts de programmation et des langages de Python et Java. Okay. Dans les ateliers, les jeunes étudiants qui ne sont pas à l'université forcément, mais dans les lycées, les collèges, utilisent le code pour créer et remixer la musique, surtout dans les genres populaires tels que le hip-hop qui est né dans notre ville d'Atlanta. Et le logiciel a été employé par plus de 75 000 étudiants dans chacun de nos 50 États et dans plus de 100 pays depuis son lancement, il n'y a pas longtemps, 2013. L'accès est gratuit pour les enseignants et les étudiants. Les chercheurs de Georgia Tech ont créé ce programme pour répondre à une initiative nationale de promouvoir le numérique. Et surtout aux jeunes à la marge de notre société. Donc voilà quelques idées de notre activité de recherche et d'enseignement qui sont bien loin du format traditionnel du cours magistral, oui, ou traditionnel. Et depuis, je voulais juste, je ne sais pas combien de temps très peu. Bon, je vais juste terminer pour dire que notre modèle d'éducation au niveau universitaire, c'est bien différent que le système européen. Et nous avons beaucoup de fonds et fondations privées qui financent la recherche. Et Georgia Tech, depuis les 20 dernières années, ont aidé le lancement, financement et techniquement à plus de 180 start-up en utilisant les technologies.
Et la dernière chose, c'est pour le Digital Humanities, nous venons de recevoir une bourse d'1 million de dollars de travailler à travers les disciplines à Georgia Tech, donc l'informatique, les Digital Humanities, de travailler et s'implanter dans un quartier qui est à proximité de notre campus, qui est très, très pauvre. Et ça fait déjà 5 ans que nous travaillons dans ce quartier, mais c'est un modèle de développement. Un projet d'application en quelque sorte. D'accord. Et c'est aussi des digital storytelling. Donc ça donne une voix et un chemin pour l'inclusion culturelle aussi et sociale. Il y a des ateliers et des workshops pour faire travailler nos étudiants au niveau universitaire directement dans les quartiers, avec les jeunes dans les écoles, mais même ailleurs, pour informer qu'est-ce que c'est le numérique, etc. Merci. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci et, beaucoup je parce vous souhaite, que ça va faire le lien avec okay. les interventions suivantes. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Bobby Demry, qui est entrepreneur. Donc, nous changeons de milieu et cofondateur de l'application Gov, une application qui est disponible sur téléphone mobile, une application de notation et d'expression politique en temps réel. Donc, le sujet sur lequel vous allez maintenant intervenir, c'est l'inclusion politique des citoyens. Donc, la parole est à vous. Madame, je vous remercie. Je vais vous raconter une brève histoire. Le 14 janvier 2011, la jeunesse tunisienne a renversé une dictature qui l'opprimait depuis 23 ans. Ce jour-là, j'ai compris le poids des réseaux sociaux dans la manifestation de la volonté des peuples. Et plus je réfléchissais et plus je me disais, les réseaux généralistes, que sont donc Facebook et Twitter, ils n'ont pas vocation à servir tous les contextes sociaux. On ne va pas sur Facebook pour ça. Et je m'étais dit, c'est peut-être le moment de créer une application dédiée à la politique. Et c'est comme ça qu'est née l'application Gov, qui à l'origine permettait de faire 2 choses. La première, elle permettait à n'importe quel citoyen de voter chaque jour en temps réel pour tous les hommes et femmes politiques du gouvernement et de l'opposition. C'était l'idée de créer un baromètre 2.0 de l'opinion publique. La seconde partie de l'application, qui à mon sens est la partie la plus intéressante, c'est un espace où n'importe quel citoyen peut lancer, avec ses propres mots, ses sondages et voir ce qui intéresse la communauté, être capable de prendre le pouls de l'opinion. Cette application, elle a aujourd'hui 20 mois et elle a déjà recueilli plus de 8 millions d'avis. Ce que je ressors de cette aventure, c'est le besoin d'expression des citoyens. Aujourd'hui, on est dans un système qui connaît une défiance sans précédent. Alors, défiance vis-à-vis de tout, mais principalement vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des patrons, vis-à-vis des syndicats. Et je refuse de considérer que il n'y a plus rien à faire. Et donc, j'ai considéré que le digital pouvait être un formidable moyen de rapprocher élus et citoyens. Et donc, au fur et à mesure de la vie de l'application Gov et du poids qu'elle prenait dans le paysage politique, on a essayé de démontrer comment on était capable d'influer dans le débat public, comment on était capable de contraindre les élus à venir plus souvent écouter la voix des citoyens. Et je vais prendre 2 exemples très rapides. Comme un clin d'œil à mon histoire personnelle, j'ai d'abord testé Gov en Tunisie, à l'occasion de la première élection présidentielle libre de l'histoire du pays. C'était le 23 novembre 2014. Et c'était donc leur première élection. Pour eux, c'était quelque chose de totalement nouveau. Et 2-3 ans après la Révolution, la jeunesse tunisienne était déjà désabusée. Ils n'y croyaient plus, ils avaient l'impression de ne pas avoir été capables de se faire entendre. Alors je suis allé en Tunisie et je leur ai offert l'application Gov, que j'ai créée sur Facebook pour l'occasion, puisque la Tunisie est un pays où Facebook est extrêmement utilisé. Et en 29 jours, simplement en leur permettant de voter pour départager les candidats à l'élection présidentielle et pour leur permettre de lancer des propositions à l'endroit des candidats, c'est 800 000 opinions qui se sont exprimées sur l'application Gov en moins d'1 mois. C'est 30% du corps électoral du pays.
Je crois que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait depuis. Et l'idée, c'était de leur dire, vous avez un outil pour vous exprimer, utilisez-le. Et ça a été incroyable de voir que la masse, donc ces centaines de milliers de personnes qui sont venues s'exprimer, ont forcé les candidats à l'élection présidentielle à choisir Gov comme l'outil pour tester leurs propositions. Et donc, c'est devenu un espace de co-construction d'un programme présidentiel. Juste après, parce que évidemment, on vous dit toujours, ah oui, c'est génial, mais bon, tu l'as fait en Tunisie, tu ne peux pas réussir à faire la même chose en France. Mais alors, on est venu, puis à l'occasion de la COP 21, nous avons pris possession de près de 3000 panneaux digitaux dans la rue, et on a diffusé en temps réel les attentes des Français en matière de climat. On a été jusqu'à tactiliser des panneaux pour permettre aux gens de voter sur des panneaux dans la rue. Et ce que ça nous a permis de comprendre, c'était que la rue, c'est en fait probablement le plus grand réseau social du monde. C'est l'endroit où naissent les opinions, c'est l'endroit où on passe son temps, et pourquoi pas demain, en attendant le bus, voter sur un abribus pour une proposition, faire une réclamation à son maire. C'est peut-être un nouveau moyen d'influer dans le débat public et surtout de ramener des gens qui sont complètement désabusés à la politique. Je dirais que c'est peut-être ce que devrait être la démocratie au XXIe siècle. Merci beaucoup pour cette présentation et ces propositions stimulantes. Alors, je me tourne maintenant vers Johanna Nijalkowski, qui est directrice des relations internationales de Simplon. Simplon est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui développe un réseau d'écoles qui propose des formations pour devenir développeur de sites web, d'applications mobiles ou devenir référent numérique. Mais vous allez nous l'expliquer mieux que je ne le fais et nous dire en quoi il y a une dimension d'inclusion sociale dans ce travail. Bien sûr, merci beaucoup. Donc, je vais reprendre en effet le fil qui a commencé à être tissé par les intervenants précédents, parce que donc, nous sommes en effet dans cette arène pour parler du partenariat pour un gouvernement ouvert, de l'engagement citoyen, grâce notamment aux nouvelles formes de participation et d'engagement que permet le numérique. Comme vient de l'illustrer Bobby juste avant moi, pour ce qui est des outils, nous avons aujourd'hui accès à de plus en plus de choses et de plus en plus d'applications se développent pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Maintenant, quand on dit n'importe quel citoyen, est-ce réellement le cas ? C'est pas nécessairement évident que n'importe qui soit en capacité de s'approprier les outils numériques et d'en avoir un usage à la fois critique et à la fois qui lui permette de progresser dans son parcours personnel et professionnel. Donc, ce que fait Simplon, c'est que nous délivrons en effet des formations gratuites et intensives aux métiers techniques du numérique, avec une priorité qui est portée sur des profils qui n'auraient pas nécessairement accès, non pas à l'outil, parce qu'en France, on ne se pose plus tellement la question, mais à la compétence numérique et à l'esprit critique, au recul que cela nécessite pour s'approprier la technologie et le transformer en engagement citoyen, en compétences professionnelles derrière. Donc le défi vraiment que nous nous sommes lancés chez Simplon, c'est de faire du numérique un levier d'inclusion, donc à deux titres. D'une part, en permettant à des profils qui n'ont pas accès traditionnellement aux compétences numériques d'y avoir accès par nos formations. Donc on va cibler prioritairement des gens qui ne se seraient pas dirigés vers le numérique parce que c'est un truc de geek, parce que c'est un truc de mec. Donc nous, on fait très attention à parler aux femmes, à parler aux jeunes, à parler aux jeunes des quartiers prioritaires. Et c'est pas juste pour l'étiquette de former du jeune de banlieue pour former du jeune de banlieue, en fait, ou de former des femmes au numérique pour former des femmes au numérique. Il y a un documentaire américain qui est très éloquent à ce titre qui s'appelle Code Debugging the Gender Gap, qui explique que la sous-représentation des femmes dans les métiers techniques du numérique est telle qu'on s'est retrouvé avec des aberrations comme le développement de l'airbag par des équipes composées uniquement d'hommes. Et en fait, la première fois qu'il s'est déclenché sur une femme, il l'a tuée, en fait, parce que ça prenait pas en compte la cage thoracique féminine. Et donc, on se retrouve face à des aberrations comme ça
qui font que c'est pas juste pour l'affichage que c'est important de faire ça, mais c'est aussi parce que ça permet une diversité de contenus et de compétences qui, in fine, va permettre à tout un chacun de se retrouver dans les contenus et dans les interfaces qui vont circuler sur Internet. Donc, comment on le fait? On le fait donc en ayant un gros travail avec les partenaires des territoires pour identifier des profils qui soit n'ont pas accès à la formation supérieure, soit sont au chômage de longue durée, soit des salariés en reconversion. Voilà, donc on travaille aussi avec des associations de femmes, des acteurs de l'insertion professionnelle, pour remettre ces gens dans une formation de 6 mois très intensive qui va fonctionner en mode projet par la pratique. Donc l'idée, c'est vraiment par le collaboratif, le travail en groupe, de développer une compétence métier déjà, parce qu'en fait le code, pour l'apprendre, le seul critère, c'est de s'immerger dedans, c'est de se motiver et d'y aller. Donc c'est vraiment une pratique métier, et en binôme, en mode projet, en travail en groupe, en collaboratif, pour être capable après aussi de se reconfronter au monde du travail, de réapprendre la relation à l'autre dans un univers professionnalisant, et qui ne soit pas justement uniquement celui du réseau social de la rue qui fonctionne aussi très bien, mais voilà, dont les codes sont différents de celui de l'univers professionnel. Ça fonctionne plutôt pas mal, puisqu'on a 80% de chômeurs à l'entrée et soit 78% de taux de sortie positive 3 mois après la formation. Et on vient de lancer un tout nouveau programme qui s'appelle Hackeuse, justement, qui est destiné uniquement aux femmes, pour leur permettre de se retrouver dans un environnement de confiance, en fait, dans un sas de préqualification qui va leur permettre après de se réorienter vers des formations mixtes. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de créer cette opportunité par le numérique, et qui, donc c'est un peu le deuxième volet de notre utilisation du numérique inclusif. C'est que l'idée derrière ça, c'est vraiment de permettre à ces gens-là de se réinsérer dans le monde professionnel, de se réinsérer socialement, ou de tout simplement développer des projets innovants et des projets qui aient trait au développement, à l'inclusion numérique, à la diversité culturelle, etc. Et donc, ce sont des défis que nous ne relevons pas tout seuls. Donc, je vais pour ça passer la parole à Agnès, qui représente l'Institut français, avec qui nous avons 2 beaux projets de hackathon dont elle vous parlera plus en détail. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, voilà, je passe la parole à Agnès Alfandari, qui est directrice du service numérique de l'Institut français, et donc l'établissement public opérateur de la politique culturelle du ministère des Affaires étrangères, et plus largement, et du ministère de la Culture également, et donc qui opère au service de notre réseau. Alors, vous avez, avant d'être à l'Institut, exercé des fonctions dans le groupe Acoustigid, comme vice-présidente stratégie digitale et directrice de Futur M, qui est un cabinet de conseil en stratégie numérique. Vous avez aussi travaillé au Louvre, une institution, je dirais, plus traditionnelle, mais chef du service multimédia, parce que c'est aussi un établissement qui se modernise et qui porte des projets digitaux. Et donc, vous allez justement nous parler de la dimension culturelle de l'inclusion et de cette démarche qui a été décrite par Johanna Nedjakowski. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors effectivement, à l'Institut français, le numérique est un sujet en tant que tel, une discipline culturelle dont nous identifions les acteurs pour les accompagner dans leur développement à l'international, mais c'est également un sujet extrêmement transversal en tant qu'outil, nouveaux usages qui peuvent être mis au service de l'innovation, de la création, de la diffusion, du partage et du dialogue, et ce, dans l'ensemble des disciplines artistiques couvertes par l'action de l'Institut français, que l'on parle de cinéma, de langue française, de livres, de spectacles vivants. Pour revenir sur l'intervention de Vicky, dans le domaine des humanités digitales, l'Institut français organise partout dans le monde chaque année des centaines de débats d'idées, et évidemment le numérique fait partie des sujets qui sont largement débattus à l'occasion de ces événements. Donc que l'on parle des villes intelligentes, de l'intelligence artificielle, des questions d'open data évidemment, de big data.
débats. Ces débats, c'est l'occasion de réunir des décideurs politiques, des puissances économiques également, la société civile, pour initier des coopérations, des collaborations françaises et étrangères sur ces sujets. Le pôle idées et savoir, donc au sein du département langue française, livres et savoir, accompagne 2 dispositifs plus particuliers dont j'aimerais parler, qui s'appellent Saphir Lab et Lab Citoyen. Ce sont vraiment des dispositifs d'inclusion sociale qui accueillent des jeunes citoyens francophones, porteurs de projets très souvent numériques, pour les aider à les développer. Alors un exemple justement en lien et en partenariat avec Simplon, à l'occasion de l'ouverture de l'année France-Colombie que coordonne l'Institut français, qui aura donc lieu à Bogota dans quelques jours, nous organiserons un hackathon qui appellera à participer notamment 11 anciens participants de Lab Citoyen qui sont en train de devenir des nouveaux ambassadeurs des droits humains. Et ils vont essayer d'imaginer pendant 72 heures, avec des équipes pluridisciplinaires, justement les outils et les nouveaux formats, notamment numériques, de ce rôle d'ambassadeur qui va pouvoir être mis à disposition et au service de cette cause. Un autre exemple très concret, Jean-Marc Ayrault a attribué le mois dernier à un jeune participant de cette fois-ci du programme Saphir Lab, un jeune Tunisien, une bourse, la bourse Denis Piéton, qui va lui permettre de développer une application et un site internet autour de l'accessibilité. Alors cette application, elle est particulièrement dans notre sujet puisqu'elle est à la fois open source et elle est contributive. Elle va permettre de créer une sorte de carte interactive renseignée par les citoyens pour indiquer le niveau d'accessibilité des équipements. Donc elle va d'abord être déployée à Tunis, mais l'idée est qu'évidemment elle puisse être accessible dans l'ensemble du monde arabe et plus si besoin. Et donc en indiquant si une gare, un aéroport, un musée ou n'importe quel type d'équipement, en indiquant son niveau d'accessibilité. Autre sujet avec lequel nous allons débuter l'année en janvier, qui est aussi quelque chose que nous mettons en place avec Simplon, un autre hackathon ou innovathon, comme on l'a appelé, cette fois-ci au service de la valorisation du patrimoine. Nous allons intervenir en marge du sommet Afrique-France qui se tiendra au Mali en tout début janvier pour organiser donc encore une fois avec des équipes pluridisciplinaires, un hackathon autour des données fournies par les rencontres photographiques de Bamako. Vous savez que Bamako accueille depuis 20 ans les rencontres photographiques qui sont un événement panafricain qui ont permis de faire découvrir les grands noms de la photographie africaine et même de faire émerger les nouvelles générations de photographes. Les données photographiques de cette biennale ou de ces biennales seront mis à disposition d'équipes pluridisciplinaires pour là aussi qu'elles imaginent la meilleure façon de diffuser, d'archiver, de rendre disponibles ces fonds photographiques. Je terminerai juste très rapidement sur le sujet qui a été introduit par Madame Descotes. Évidemment, les questions d'éducation et de langue française, c'est évidemment un sujet extrêmement important pour nous à l'Institut français que d'utiliser le numérique au service de l'éducation et de l'apprentissage de la langue. Alors, indépendamment de toutes les questions de cours en ligne, de nouvelles offres qui sont mises à disposition en parallèle des cours en présentiel, il y a aussi une réflexion sur les nouveaux modes d'apprentissage. Et est-ce que le numérique, par les usages qu'il induit, peut amener des nouveaux modes d'apprentissage? Donc dans cet esprit, là encore, et vraiment, vous allez croire qu'on est totalement obsédé par le format hackathon, mais c'est vrai qu'on en constate vraiment les bénéfices en voyant que en quelques jours de temps, des équipes pluridisciplinaires sont en capacité de prototyper des outils vraiment extrêmement pertinents. Donc à l'occasion de la semaine de la francophonie, on va initier toute une série de hackathons qui se dérouleront à partir de mars, mais dans différents pays du monde pendant toute l'année, pour essayer d'imaginer des nouveaux outils au service de l'apprentissage de la langue et au service de l'éducation. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons encore une quinzaine de minutes. Donc, je voudrais revenir sur une question qui
m'est venue à l'esprit en vous écoutant tous. Et d'abord, en écoutant Madame Bierschfeld, vous avez indiqué que à l'université, vous étiez en quelque sorte sorti de l'université pour vous tourner vers un quartier qui n'était pas forcément le quartier auquel on aurait pensé pour accéder au numérique. Et donc, peut-être pouvez-vous revenir sur ce point-là, parce que j'avais envie de poser la question aux intervenants suivants, de savoir comment on fait précisément pour faire venir au numérique les populations qui n'y sont pas forcément destinées. Alors, Monsieur Demery, vous avez dit tout à l'heure, eh bien, en mettant à disposition le système dans la rue, mais comment est-ce qu'on est sûr que ce ne sont pas ceux qui sont déjà sensibles à ces outils qui vont y aller? La question se pose, je crois, pour l'ensemble des intervenants. Donc, si vous voulez, en 1 ou 2 minutes, faire un commentaire sur ce point, je vous redonne volontiers la parole. Je ne sais pas, Madame Bierschfeld, si vous vouliez dire quelque chose rapidement, et puis ensuite... Oui, je vais revenir sur cette idée de progrès et service. Notre université, c'est une université publique. Et je trouve que c'est incroyable à Georgia Tech, 80% des étudiants suivent des curriculums ou des disciplines de technologie ou génie, mais ils sont très engagés dans la communauté Atlanta, mais ailleurs aussi. Presque 75% participent à l'étranger aussi, et nous sommes très forts pour le Engineers Beyond Borders. Et je crois que ce projet de reconnaître que nous avons aussi des problèmes de développement, une crise de développement social et économique chez nous, à Atlanta, à côté de notre campus. Et donc, c'est à travers au moins 5 disciplines qui s'engagent les étudiants et des professeurs et chercheurs d'aller travailler dans les quartiers et inviter les étudiants pour leur donner déjà le goût de l'éducation et l'envie d'apprendre. Et ça, c'est pourquoi EarSketch, c'est un très bel exemple, parce que c'est par la musique qu'ils apprennent en fait le numérique, l'apprentissage de techniques par les diversions culturelles, etc. Merci beaucoup, Monsieur Demery. On essaye de toucher tout le monde, partout et tout le temps. Alors, il y a plusieurs moyens, mais je voudrais quand même juste rappeler un chiffre. Il y a 40 millions de smartphones en France. Donc aujourd'hui, quasiment tout passe par le mobile. Les Français sont très friands des applications. C'est la raison pour laquelle on a créé une application. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé la rue pour diffuser des idées? Justement pour essayer de toucher des gens qui n'ont pas l'habitude de venir sur des réseaux sociaux ou sur des applications pour parler. Gov a une communauté de plus de 100 000 utilisateurs, dont 20% à plus de 60 ans. Et la déclinaison logique de notre application se fait au service des collectivités françaises. Gov accompagne des grandes collectivités pour rapprocher administrés et collectivités. Et dans ces départements avec lesquels on travaille, ces régions, on a des populations dans des zones extrêmement rurales et qui utilisent soit l'application, soit un site internet pour justement garder un lien avec la collectivité. Aujourd'hui, on paye ses impôts sur Internet, on paye ses contraventions sur Internet. La digitalisation se fait partout. Et donc, il est logique que la manière dont on choisit de s'exprimer aujourd'hui, en plus des quelques fois où on nous demande notre avis, c'est-à-dire une fois tous les 5 ans, soit des applications, des sites Internet, etc. Oui, c'est logique, mais qui garantit qu'on le fait? Moi, je ne paye pas mes contraventions sur Internet, par exemple. Enfin, vous voyez, on peut le faire. Effectivement, la possibilité est offerte. On peut le faire, déclarer ses impôts. Mais voilà, encore une fois, comment est-ce qu'on fait? Il y a 40 millions de téléphones portables, mais il y en a qui en ont 2. Donc déjà, il n'y a peut-être que 20 millions de personnes qui en ont. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher, pour aller sensibiliser celui ou celle qui ne connaît pas et qui se dira peut-être oh là là, c'est trop compliqué. Vous voyez, il y a une dimension là assez particulière. Enfin, je crois que sur ce volet-là, on est beaucoup aidé par nos amis qui justement font ce travail d'explication, ce travail éducatif qui est très nécessaire. Il y a également de plus en plus de plateformes qui se lancent pour essayer justement d'apporter des informations sur ce qu'est la politique, ce que sont les programmes politiques, comment on les compare. Donc je pense qu'on est plutôt complémentaires.
à la fois ceux qui font un travail éducatif et ceux qui apportent des solutions concrètes tout de suite. Je pense vraiment que c'est cette complémentarité-là qui fait qu'on va réussir à toucher tout le monde. Alors pour l'instant, on ne touche pas toute la France, mais on a déjà un petit peu avancé. Il y a un enjeu qui est d'éviter la fracture numérique quand même. Et vous avez raison, on sait aujourd'hui qu'on a une population qui est impactée ou qui a une connaissance du numérique qui est extrêmement diverse. On a 4 générations différentes de personnes et on sait aussi que les pratiques numériques ont tendance à reproduire les pratiques sociales. Donc on ne découvre pas un nouvel usage sous prétexte qu'on a un smartphone dans la main. Nous, ce qu'on a observé et ce sur quoi on s'appuie énormément, c'est le lien en fait entre réel et virtuel, et notamment l'utilisation des tiers-lieux, du réseau de médiathèques, par exemple, du réseau diplomatique, pour faire se rencontrer les disciplines et finalement faire accéder au numérique, des gens qui ne s'en rendent à peine compte finalement, on va leur proposer par exemple de réfléchir autour d'une thématique de débat social à un jeu qui permettrait de faire réfléchir des enfants par exemple sur des thématiques environnementales, climat, etc. Et finalement, ils vont se rendre compte au fur et à mesure de l'atelier que le jeu va leur permettre de créer un jeu vidéo, une application, etc. Mais on n'a pas présenté forcément l'atelier comme un atelier numérique. On initie dans ce sens un dispositif qui a été testé dès cette année et qu'on souhaite reproduire et diffuser beaucoup plus largement, qui est le mois des cultures numériques, en novembre, donc novembre numérique, qui est justement l'occasion d'organiser toute une série d'événements et d'ateliers autour de ces questions, mais qui vont aller justement, qui vont offrir une très grande diversité. On va y trouver des ateliers de code pour les adultes comme pour les enfants, qui sont vraiment des ateliers d'alphabétisation numérique, comme on va trouver des formats de ce qu'on appelle les game jams, par exemple, où les gens vont créer ensemble des nouvelles formes de jeux. Parfois, la forme finale de ce jeu sera des papiers, des crayons, des bouts de carton. Parfois, ce sera un développement numérique. Mais voilà, c'est vraiment de faire et de faciliter cette rencontre entre réel et virtuel et de reproduire finalement des mécanismes et des formats d'ateliers qui tout d'un coup vont s'enrichir de dispositifs ou d'outils numériques, mais de façon presque transparente et naturelle. Ouais, je voudrais vraiment insister sur ce que vient de dire Agnès, parce que c'est exactement ça qui fonctionne et c'est exactement ça qu'on fait. En fait, nous, le numérique, c'est certes l'Internet, la toile, le virtuel, des outils de formation en ligne, des MOOCs, etc. Mais à un moment donné, en fait, le tout en ligne, ça fonctionne pas, ça suffit pas, et c'est pas ça qui crée de la valeur, en fait. C'est juste là, c'est une donnée, mais c'est pas ça qui crée la richesse et qui va permettre aux gens de monter en compétences et d'évoluer. Donc c'est très important d'articuler ça avec des rencontres et avec des moments en fait d'échange réels. En effet, ça passe par des tiers-lieux, ça passe par des événements. Par exemple, il y a, j'y pense, l'Agence française de développement qui a lancé sa grande consultation en ligne pour une stratégie numérique. Nous, avec Simplon et un réseau de tiers-lieux innovants qui s'appelle Jocolabs et qui est très actif sur l'Afrique de l'Ouest, on a organisé en fait des ateliers relais au sein de l'AFD pour rassembler les gens qui étaient intéressés par la question et en fait débattre ensemble, se poser les questions, échanger, se challenger et aboutir à une série de recommandations et de suggestions issues en fait de nos expériences terrain et qui vont pouvoir, nous l'espérons en tout cas, contribuer à alimenter cette stratégie. Et en fait, c'est vraiment ces moments de temps de rencontres et qui font que typiquement ça permet d'aller identifier, d'aller toucher des gens qui ne se seraient pas dirigés autrement vers le numérique. Nous, on a un formulaire de candidature en ligne en fait, que les gens doivent remplir pour s'inscrire à Simplon. En fait, on ne se contente pas de mettre le formulaire en ligne. En fait, ça ne sert à rien parce que vont venir sur notre site internet des gens qui ont l'habitude de naviguer, qui ont l'habitude... Déjà, ils vont devoir taper formation numérique. Déjà, il y a formation. Donc, quand on parle de gens qui sont les NEETs, là, les Not in Employment,
Educational Training, des gens qui sont hors dispositif, donc de toute façon ça leur parle pas, donc il faut trouver d'autres moyens. Donc en fait on organise des réunions d'information, on va voir les associations, on leur demande de parler de nous dans leurs réunions, on fait des after-work, on fait des meet-up, on fait du tractage de flyers dans les McDo en fait, et c'est ça qui fonctionne. J'ai une question qui n'a rien à voir mais qui est essentielle parce que tout à l'heure vous avez prononcé un mot que j'ai noté, gratuit. Alors, quel est votre modèle économique et comment est-ce que vous fonctionnez ? En effet, les formations sont gratuites pour le bénéficiaire, donc ça veut dire que les gens ne payent pas leur formation, mais forcément donc elles ont un coût, elles sont payées par quelqu'un. Donc sur le modèle français, c'est les fonds de la formation professionnelle, beaucoup. Donc comme on travaille beaucoup avec Pôle Emploi et les missions locales, ce sont Pôle Emploi, les OPCA, les organismes de formation qui prennent une partie à leur charge. Il y a tout ce qui est RSE, fondation d'entreprise et partenaires privés qui nous accompagnent depuis le début, soit au titre de leur RSE et de leur engagement sociétal, soit du fait de prestations qu'on leur fournit, donc des hackathons, des séminaires innovation, de la reconversion de leurs salariés. Et il y a un troisième volet en fait qui est la prestation de création de sites web pure. On a une agence de production de sites web qui est intégrée à Simplon, qui nous permet à la fois de mettre en selle les apprenants à Simplon, donc en leur permettant d'avoir des premiers cas pratiques, des stages, etc. Et à la fois de délivrer des sites internet pour les clients et donc d'avoir une rémunération par conséquent. Donc, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc merci à tous les quatre pour vos interventions vraiment extrêmement riches et complémentaires. Ce que je retiens, on le savait déjà, c'est que le numérique, c'est à la fois un objet d'enseignement et aussi un support, que c'est un domaine dans lequel les choses évoluent extraordinairement vite, en offrant toujours de nouvelles possibilités extrêmement intéressantes, mais qui obligent aussi à suivre et à courir très très vite si on ne veut pas être, je dirais, distancé et si on veut éviter cette fracture numérique. Et si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, et d'ailleurs la façon dont M. Demery vous a passé la parole à la suite de son intervention, j'ai envie de dire que finalement la solution, c'est quand même la plateforme multi-acteurs et le travail en plateforme multi-acteurs, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'autre solution si on veut précisément jouer sur tous les registres, essayer de toucher le plus largement possible les populations, être aussi utile et inventif que possible. Et donc, merci pour cette magnifique démonstration de complémentarité et bravo à tous pour vos projets et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.